Bonsoir, bienvenue pour ce 10e webinaire consacré à la confiance. Donc du coup, on est bien sur le 10e, attention là, ce soir c'est important pour nous. Alors, pour information, donc, nos actions parentalité sont portées par l'UDAF de la Gironde, Union départementale des associations familiales, et décidées par la commission parentalité de l'UDAF de la Gironde, qui est composée de parents et de grands-parents. Donc, elles sont soutenues par le REAP de la Gironde, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Vous pouvez retrouver nos webinaires précédents sur la page YouTube de l'UDAF et suivre toute notre actualité sur le Facebook et sur notre page Instagram. Donc, le thème de ce soir, je sais que tu en es capable, comment donner confiance à son enfant. Il sera présenté par Oriane Cherrier. Bonsoir. Bonsoir Oriane. Donc, tu es psychologue clinicienne et thérapeute familiale et tu interviens notamment à l'Institut Michel Montaigne. C'est ça. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet qui est très intéressant et avec cette illustration, du coup, que tu nous présentes, et cette illustration qui est très éloquente. Oui, merci beaucoup. Oui, je suis ravie ce soir de pouvoir vous parler un petit peu de ce thème de la confiance en soi parce qu'effectivement, ce terme-là, on l'entend beaucoup de nos jours et puis surtout dans notre société aujourd'hui qui est très portée sur l'individualisme. Il est vraiment valorisé d'entreprendre, d'être indépendant, de savoir ce qu'on veut, de tout faire pour y arriver. Donc, la confiance en soi semble alors être un élément vraiment indispensable pour pouvoir réussir. Et du coup, parallèlement à ça, le manque de confiance en soi devient aussi une plainte de plus en plus fréquente, que ce soit chez des adultes, mais aussi chez les parents inquiets pour leurs enfants. Et on observe souvent les termes de confiance en soi, manque de confiance en soi, qui sont un peu aujourd'hui un peu fourre-tout, mais qui recouvrent en fait une multitude de situations selon les problématiques. Donc, vous avez pu voir ces phrases affichées, voilà, je suis nulle, tu me fais pas assez confiance, et puis les parents qui peuvent dire, aie confiance en toi, elle manque de confiance en elle, etc. C'est vraiment le genre de phrases qu'on entend régulièrement, certaines dans la bouche des parents, d'autres dans la bouche des enseignants, parfois aussi dans la bouche des enfants. Donc, comment se fait-il que certaines personnes réussissent à développer cette fameuse confiance en soi et d'autres non? Et il y a aussi des gens qui semblent avoir une grande confiance en eux et qui, finalement, dans la réalité, pour qui ce n'est pas toujours le cas dans l'intimité de ce qu'ils peuvent ressentir. Donc, tout ça, ça va venir nous poser deux questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir. Donc, déjà, comment se développe la confiance en soi? Quelles en sont les bases, les fondements? Et puis, à partir de là, comment aider nos enfants à avoir confiance? Alors, je fais comment pour changer? Oui. Ok, merci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que paradoxalement, l'image qu'on va avoir de soi, en fait, elle se forme à partir du regard des autres, de l'image que les autres ont eue de moi et m'ont renvoyée. Et effectivement, à la naissance, aucun bébé ne se dit « je suis nul » ou « je suis incapable ». C'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure du développement, et notamment au contact des personnes qui nous élèvent, notamment nos figures parentales. Et après, évidemment, ça va être aussi influencé par d'autres facteurs, d'autres éléments. Mais c'est vrai que cette question de la confiance dans la relation parent-enfant, et c'est vraiment une question essentielle et qui revient souvent dans les préoccupations parentales et éducatives. Donc à partir de 5 ans, l'enfant il commence à façonner son image de soi. Et puis, il faut savoir que ce soit la confiance en soi ou l'estime de soi, on verra la différence entre les deux tout à l'heure, mais ce n'est pas construit une bonne fois pour toutes, en fait. C'est quelque chose qui se façonne, qui évolue tout au long de la vie. On peut gagner de la confiance, on peut aussi en perdre selon les domaines, selon les moments de vie, les événements, etc. Alors, donc, voilà, ce soir, les choses vont se structurer un petit peu de cette manière-là. Donc, on va parler d'abord de la question de la confiance dans la relation enfant-parent. Voir un petit peu ce qui se passe du côté des parents, du côté des enfants. Avant l'adolescence aussi, il y a des fondements importants. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, où là, on vous mettra un petit peu à contribution à la fin, comme vous a dit Camille tout à l'heure, comment aider son enfant à avoir confiance en lui. Voilà, c'est tout. Et avec, évidemment, quelques petits tips et outils pratiques pour pouvoir vous aider dans le quotidien. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les précédents webinaires. J'avais eu la chance de participer il y a 2 ans à un webinaire sur les séparations, où vous avez déjà parlé un petit peu de l'attachement, du lien d'attachement dans la relation parent-enfant. C'est quelque chose qui est très important.
Donc pour ceux qui étaient là, bon, vous connaissez déjà un petit peu. Pour ceux qui n'étaient pas là en 2021, je vous fais un petit bref rappel sur l'attachement qui sera évidemment pas exhaustif, mais juste pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais dire par la suite. Donc l'attachement, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un lien vital qui se crée entre l'enfant et les adultes qui vont s'occuper de lui, qu'on va appeler figures d'attachement et qui vont répondre à ses besoins, qui vont être à la fois des besoins physiologiques et des besoins affectifs et émotionnels. Et cette relation entre l'enfant et ses figures d'attachement va se construire tout au long de sa vie, enfin de son développement, et va être de plus ou moins bonne qualité selon la capacité du parent à répondre. Et j'ai dit toute la vie parce que effectivement la question de l'attachement elle est pertinente tout au long de la vie, mais elle est d'autant plus essentielle dans les premières années. Donc l'importance des figures d'attachement, en fait, l'idée c'est que on ne peut pas s'attacher. Nous les êtres humains, on est biologiquement programmés pour ça. Alors pas que les êtres humains d'ailleurs, aussi les animaux, les mammifères. On est programmés pour ça. Et les personnes qui sont au quotidien avec nous dans le début de notre vie et qui sont là pour répondre à nos besoins, vont être les personnes vers lesquelles on va se tourner en cas de besoin, celles à qui on va s'attacher. Et ces personnes-là, elles deviennent les figures d'attachement vers qui l'enfant va se tourner en cas de besoin, qui vont être en capacité de rassurer l'enfant, faire baisser son niveau de stress. Encore une fois, la capacité des parents à prendre soin de l'enfant et à répondre à ses besoins, c'est ça qui va déterminer en quelque sorte la qualité du lien et la possibilité pour l'enfant de pouvoir utiliser cette figure d'attachement pour s'apaiser. Et donc du coup, l'enfant, quand il a une figure d'attachement qui est efficace, il va pouvoir aller explorer le monde. Et puis quand il va y se passer quelque chose qui va le mettre en situation de détresse ou de difficulté, son système d'attachement va s'activer, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la priorité absolue pour l'enfant va devenir de rétablir le contact ou la proximité avec sa figure d'attachement. Et une fois que ce contact va être rétabli, c'est ça qui va lui permettre de s'apaiser, de baisser son niveau de stress, et du coup après de pouvoir reprendre son exploration pour pouvoir aller vers les autres, se socialiser, apprendre, jouer, etc. Et du côté du parent, c'est l'idée de prendre soin. C'est-à-dire que quand l'enfant active son système d'attachement, ça va activer chez le parent le système de caregiving, c'est-à-dire quelque chose qui s'active là, qui va me pousser à aller prendre soin de mon enfant pour l'apaiser, le rassurer, répondre à ses besoins. Et si effectivement ce caregiving est efficace, ça pourra permettre aux enfants de reprendre leur exploration. Il faut savoir aussi qu'en tant que parent, lorsque notre propre système d'attachement est activé, cela rend notre caregiving moins efficace. Je ne vais pas développer là, mais on aura une petite diapo tout à l'heure, notamment sur les devoirs, on pourra peut-être en reparler. Juste du coup, c'est vrai que pour dire ce que Salomé rebondit, bien sûr, il y a plusieurs figures d'attachement, comme les assistantes maternelles. Mais il y a aussi, du coup, les grands-parents, voilà, tout le système, ça peut être le système au niveau de l'école à un moment donné. Donc ça change tout le long de la vie. C'est pour ça que, du coup, Oriane nous parle de tout au long de sa vie. Oui. C'est vrai qu'au début de la vie, elle a des figures d'attachement primaires, et puis après, on va avoir des figures d'attachement subsidiaires qui vont être effectivement les nounous, les grands-parents, les enseignants, les personnes qui vont aussi s'occuper de l'enfant. Ouais, graviter autour. Voilà. Et l'enfant a effectivement besoin d'avoir plusieurs figures d'attachement parce que s'il y en a une qui n'est pas disponible, il a besoin de pouvoir se référer à d'autres. Donc je parle de régulation émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la qualité de l'attachement, elle va aussi contribuer à développer les capacités de régulation émotionnelle chez l'enfant. Puisque justement, quand le système d'attachement s'active, c'est que ça va pas, l'enfant est en détresse. Et si sa base de sécurité, le parent présent ou l'autre, voilà, la figure d'attachement présente répond de manière efficace, ça va pouvoir lui permettre de baisser son niveau de stress et du coup de mieux se réguler. Et au fil des années, l'expérience va se répéter et du coup l'enfant va pouvoir progressivement construire l'idée que si ça va pas, je peux m'apaiser, quelqu'un peut être là pour m'aider à m'apaiser et me rassurer. Donc la question de l'attachement est forcément liée complètement à la confiance. Oui. C'est ça. Pas de confiance sans attachement. C'est ça. Je vais le développer juste à la diapo d'après. Exactement. Et justement, avant de vous parler de la diapo d'après, je parle de ce terme un peu barbare, le modèle interne opérant. C'est un terme un peu compliqué pour parler de la vision que l'enfant va développer de lui, du monde et des autres. En fait, c'est cette idée que dans la répétition des expériences au quotidien, dans les interactions avec les figures parentales au quotidien, l'enfant progressivement va construire une vision de lui-même, des autres et du monde. Par exemple, est-ce que dans la manière dont mes parents ont répondu à mes besoins, je vais sentir que je suis quelqu'un qui a de la valeur, qui compte,
ou est-ce que au contraire je vais me sentir comme quelqu'un qui sert à rien, qui n'a pas d'importance. Est-ce que je vais construire l'idée que je peux avoir confiance dans les autres personnes autour de moi, qu'elles vont pouvoir m'aider, que je peux faire appel à elles, ou au contraire, est-ce que je vais avoir une vision qu'il faut que je me débrouille tout seul et que je peux compter sur personne. Et concernant la vision du monde, est-ce que je vais voir le monde comme quelque chose de stimulant, d'intéressant à aller explorer et découvrir, ou au contraire, est-ce que je vais voir le monde comme quelque chose d'hostile et dont il faut se méfier? On a une petite question de Suzy. Alors, n'hésitez pas, c'est la dernière question que je prends dans le chat parce que du coup, une fois que vous avez parlé, on n'entend plus, enfin, on voit plus avant. Donc, il y a vraiment l'onglet chat, utilisez-le. Donc, Suzy, elle nous demandait si c'était par rapport à un enfant adopté, mais je pense que c'est pareil, c'est au niveau des interactions. Ça fait partie des choses qui vont être en mouvement. Oui, oui. Alors, la question de l'attachement dans l'adoption, c'est aussi très spécifique. Mais effectivement, plus l'adoption va être précoce, moins grande sera la différence avec les autres enfants qui sont nés dans leur famille. Effectivement, sur des adoptions tardives, il peut y avoir des conséquences déjà sur l'attachement, mais qui peuvent tout à fait se réparer. Et ensuite, du coup, aussi peut-être sur la confiance, mais en tout cas, il faut savoir que le cerveau de l'enfant est plastique et malléable et que du coup, on peut intervenir pour améliorer les choses si jamais il y a eu des difficultés au début de la vie. Voilà, j'espère que Suzy, on a répondu à la question. Donc pour continuer, donc voilà, la petite flèche du haut, la vision du monde du parent, bah effectivement, comment le parent va voir son enfant, va voir le monde et va lui présenter, ça va avoir un impact sur la vision du monde de l'enfant et de même la manière dont le parent répond aux besoins de l'enfant. L'enfant va aussi développer une image de lui, est-ce qu'il va se sentir, voilà, se voir comme quelqu'un d'important, d'aimer, quelqu'un qui compte, ou au contraire quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, qui est sans importance, etc. Tout ça, ça va avoir une vision, ça va avoir, pardon, un impact sur la confiance. Attention, après, quand je dis ça, on n'est pas dans une linéarité cause-conséquence, c'est-à-dire c'est pas parce que un parent aura-t-il vécu avec une histoire particulière et du coup une vision des choses particulières que l'enfant aura de fait plus confiance ou moins confiance. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Donc il y a de multiples facteurs. Donc là, je vous montre des facteurs qui peuvent jouer là-dedans, mais évidemment, ce ne sont pas les seuls. D'autres facteurs du coup qui peuvent jouer aussi là-dedans, c'est une petite liste non exhaustive hein, d'éléments auxquels on doit faire attention en tant que parent pour éviter certains pièges dans lesquels on peut facilement tomber et qui peuvent avoir un impact important sur la confiance de l'enfant, alors que souvent les parents ont les meilleures intentions pour leurs enfants. Donc, toujours cette question de l'enfant rêvé, enfant réel, effectivement, quand pendant la grossesse, on imagine notre enfant, on le rêve, certains ont même le désir d'être parents depuis très longtemps, et du coup, quand on se retrouve face à notre enfant réel, c'est à la fois merveilleux et à la fois, parfois, il peut y avoir ce décalage par rapport à ce qu'on avait imaginé, rêvé, ce à quoi on s'attendait. Et effectivement, la capacité du parent à pouvoir s'adapter à l'enfant réel et pas à rester dans la nostalgie de l'enfant rêvé, ça va aussi permettre à l'enfant de pouvoir construire une image de lui plus positive. Donc voilà, c'est des petits points de réflexion, c'est sans vouloir donner de culpabilité à personne évidemment, mais des points de réflexion qui peuvent être intéressants, de dire bah tiens effectivement, comment je rêvais mon enfant, comment je le vois maintenant, et de voir un peu l'écart entre les deux. Et effectivement, plus l'écart sera important, plus ça sera difficile, mais c'est intéressant d'avoir une réflexion sur ce thème-là. L'effet Pygmalion, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est basé aussi, enfin, c'est un chercheur américain qui a fait une expérience qui était très intéressante, au départ avec des souris et puis ensuite, enfin avec des rats, et ensuite avec des élèves dans des écoles, où en fait ils ont fait passer des tests de QI à des enfants dans une classe, et de manière aléatoire, ils ont dit aux enseignants qui allaient avoir ces élèves pendant une année dans la classe que certains de ces élèves avaient des potentiels extrêmement importants. Et du coup, mais c'était aléatoire, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément des enfants pour qui c'était le cas. Et à la fin de l'année, ils ont refait des tests pour évaluer un petit peu le niveau des enfants. Ils se sont rendus compte que ces enfants avaient eu une progression extraordinaire pendant l'année. Et cette expérience a permis de montrer que les attentes de l'adulte vis-à-vis de l'enfant vont aussi avoir un impact très fort
même si ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on avait dit à ces enseignants sur les capacités de ces enfants n'était pas, enfin c'était aléatoire, ce n'était pas forcément des enfants qui étaient différents des autres. Et au final, les résultats sont différents. Donc on voit bien que les attentes des adultes peuvent être lourdes de conséquences. Alors quand c'est positif, c'est super, mais quand c'est plutôt négatif, ça peut être beaucoup plus difficile. Attention aux étiquettes. Alors ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais vous savez, tous ces qualificatifs qu'on utilise pour désigner les enfants, méchant, t'es maladroit, t'es pénible, timide, voilà, c'est des choses qui viennent facilement dans le vocabulaire parce que souvent, on a pu aussi, nous, les entendre par des adultes autour de nous dans notre enfance. Et donc, on a tendance à avoir intégré un petit peu ça et c'est, voilà, ça va influencer beaucoup la manière dont l'enfant va se voir, mais on en parlera à la diapo d'après. Donc attention aux étiquettes, attention du coup aussi à notre langage, parce que c'est vrai que souvent on peut avoir tendance dans le quotidien, dans le feu de l'action, des situations un peu difficiles avec les enfants, à utiliser des formulations comme toujours, jamais, tout le temps. Par exemple, tu ranges jamais tes affaires, tu arrives toujours en retard, des choses comme ça, où finalement une situation va nous perturber, nous activer, nous mettre en colère, et on va en faire une généralité en utilisant ces mots-là. Et souvent, les enfants sont très forts pour nous dire « Mais non, c'est pas vrai, l'autre jour, j'avais rangé ma chambre, tu peux pas dire je range jamais ma chambre. » Bah oui, effectivement, c'est cette fois-ci et peut-être plein d'autres fois, mais peut-être pas jamais, effectivement. Et donc, c'est vrai que ces mots-là, il faut pouvoir y faire attention aussi. Voilà. Ça nous arrivera et comme tu disais, l'important, c'est quand même de rebondir. Nos enfants, il n'y a pas de filtre. Donc quand ils nous répondent, bah si, justement, je l'ai déjà arrangé hier, tu te rappelles pas, mais du coup, faut voilà reconnaître aussi que bah oui, c'est notre langage. On peut exagérer toujours, on ne le fait pas exprès, c'est notre façon de parler, et on le fait sans s'en rendre compte. Donc du coup, oui, et puis le reconnaître. C'est ça. Et puis évidemment, quand on sait, quand on a ça en tête, on essaie de pas le faire. Mais il faut savoir que plus le niveau de stress monte, plus on va avoir tendance à revenir à nos manières un peu anciennes de faire. Et du coup, c'est dans ces moments-là que ces mots-là peuvent ressortir. Donc évidemment, comme tu dis, l'essentiel, c'est pas grave si ça sort. L'essentiel, c'est de pouvoir après rectifier. Ok, ensuite, je continue. Donc, sortir du système punition-récompense. Donc, ça, c'est beaucoup un auteur qui s'appelle Thomas Gordon qui parle de ça, mais c'est pas le seul, évidemment, qui dit que les récompenses, autant que les punitions, d'ailleurs, sont inefficaces. Parce que, effectivement, tout concernant les punitions, on sait que ça fonctionne à court terme, et encore, mais bon, a priori, ça fonctionne à court terme, sinon on arrêterait complètement de le faire. Mais c'est plus à long terme que ça pêche et qu'on voit que les enfants recommencent après à avoir des comportements pour lesquels on les a punis. Donc effectivement, sur du long terme, ça marche pas trop. Et selon Thomas Gordon, pour être efficace, la punition devrait vraiment respecter une technique très précise que finalement aucun parent ne pourrait tenir. Par exemple, le fait que si un comportement est sanctionné une fois, il doit l'être systématiquement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que parfois, selon les contextes, un comportement va être sanctionné ou pas adapté dans un contexte et peut l'être dans un autre où on aura plus de souplesse. Donc voilà, il y a toute une méthodologie de la punition pour que ce soit vraiment efficace qui n'est souvent pas faisable dans le quotidien. Et puis la chose aussi la plus importante, c'est qu'on se rend compte que souvent la punition n'est pas en lien avec le comportement de l'enfant, la gravité du comportement de l'enfant, mais plutôt avec l'état émotionnel du parent, en fait. Et que quand on est vraiment mis en colère très fortement par le comportement de l'enfant, c'est plus ça qui va guider notre décision de punir plutôt que quelque chose de très objectif. Quand on est plus fatigué, du coup, tout à fait. On a tendance à être un peu plus moins patient. C'est ça. Et du coup, le problème des punitions aussi, c'est que souvent, l'enfant va retenir plus la forme que le fond. C'est-à-dire, si je vous demande, à vous qui nous écoutez ce soir, est-ce que vous avez le souvenir d'une énorme punition que vous avez eue ? Allez-y. Partagez ou pas, comme vous voulez, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, juste faites cet effort d'essayer de vous souvenir de la plus grosse punition que vous avez eue, qui vous a marqué. Et maintenant que vous l'avez, essayez de voir si vous vous rappelez de pourquoi vous avez été puni. Et en fait, c'était quoi le message que vos parents voulaient vous faire passer en vous punissant ? Alors, il y a sûrement plein de gens qui vont être en capacité de répondre, mais il y en a souvent plein qui disent non, je me souviens plus pourquoi j'ai été punie. En fait, je me rappelle la punition, mais je me rappelle pas du tout pourquoi.
Et ça, c'est intéressant parce que ça montre bien quel est le message qui passe. En fait, en tant que parent, on a envie de faire passer le message de ça, ce comportement c'est inacceptable, tu dois faire autrement, etc. Mais finalement, les enfants, ils retiennent juste, mon parent était pas cool à ce moment-là, il m'a mis une énorme punition. Donc l'idée, c'est ça, c'est quel est le message que je veux faire passer. Et puis dans une approche qui s'appelle la discipline positive, on a Jane Nelson, une américaine, qui nous dit pourquoi on a besoin de mettre l'enfant dans une situation où il va se sentir mal pour qu'ensuite il fasse mieux. En fait, les enfants, ils font mieux quand ils se sentent mieux. Donc, il y a vraiment ce risque que la punition, elle altère la relation de confiance par enfant et aussi qu'elle altère la capacité de l'enfant à être motivé pour faire mieux et pour faire différemment. Voilà. Ensuite, en tant que parent, servir d'exemple. J'adore. C'est Charles. Qu'est-ce qu'il nous dit, Charles? Alors, Charles, c'est le fils de Naïs, hein, du coup, vous voyez. Il a plein de choses à dire. Il a dit, j'ai été privé de tablette pendant 1 mois pour avoir cassé la télévision. Compréhensible. Alors, il se rappelle de la cause, du coup. Peut-être que la punition était proportionnée. C'était juste ça. Voilà, c'était justifié. Merci, Charles. Voilà, puis cette idée de punition, ça peut aussi vraiment altérer l'image de l'enfant. Du coup, il peut se mettre à utiliser ces mots qu'on a utilisés nous avant. Je fais toujours mal, je fais jamais rien de bien. Ces mots que nous on a utilisés avant en disant tu rends jamais ta chambre, tu fais jamais tes devoirs, etc. Et ben il va se les attribuer à lui. J'y arrive jamais, je suis toujours, je fais jamais comme il faut, etc. Donc, du coup, d'où l'idée de servir d'exemple. C'est-à-dire que si on essaye d'éviter d'utiliser ce vocabulaire-là, peut-être que nos enfants en entendront moins et du coup, l'utiliseront moins. Et notamment le fait de se dénigrer, parce que spontanément, dans notre langage habituel, ça peut être très courant de dire « Oh, je suis nulle, j'y arrive pas ». Et des fois, c'est pas pour autant qu'on pense qu'on est nul. Oui, mais des fois, non. Et quand on commence à entendre ses propres enfants qui réagissent comme ça, ils arrivent à faire quelque chose et qu'on entend « Oh, je suis nulle », oula, mince, je l'ai peut-être un peu trop dit. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir montrer l'exemple. Si je rate quelque chose, est-ce que je suis complètement effondrée et je pense que j'y arriverai jamais ? Ou est-ce que je me dis que bon, j'ai raté cette fois, mais comment je peux faire pour réussir la prochaine fois? Comment je me ressaisis? Comment j'apprends de mes erreurs, etc. Et tout ce que vous allez mettre en place vous pour montrer ça à vos enfants, ça va leur servir de modèle aussi pour la suite. Un autre point qui est aussi un petit peu en lien avec l'attachement, c'est l'importance de la prévisibilité. C'est-à-dire que parmi les besoins fondamentaux de l'enfant, il y a le besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, il passe pas que, mais aussi entre autres par le besoin de prévisibilité. Les enfants, ils ont besoin de savoir ce qui va se passer, alors pas tout dans le détail, et des fois la surprise ou l'imprévu peut être aussi agréable, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que pour cultiver cette confiance dans la relation parent-enfant, le parent doit amener autant que possible cette part de prévisibilité et notamment sur sa réaction à certaines choses. C'est-à-dire que si face à un comportement inapproprié, le parent peut un jour avoir une réaction totalement détachée et le lendemain une réaction émotionnelle très forte dans la colère, etc. L'enfant va dire « Oula, la prochaine fois que je vais faire ça, que je vais rentrer, je vais dire à mes parents que j'ai fait ça, je sais pas trop ce qui va se passer. » Alors que si effectivement le parent essaye, dans la mesure du possible, d'adopter à peu près pas forcément toujours exactement la même réaction, mais quelque chose d'assez similaire, pas à deux extrêmes, l'enfant va sentir plus de prévisibilité. Par exemple, ok, je sais que si mon parent apprend quelque chose que j'ai fait de mal et que c'est pas moi qui lui ai dit, il va se mettre très en colère. Par contre, si je lui dis moi, je sais qu'il sera plus compréhensif. Si par exemple l'enfant a intégré ça, mais je sais qu'à chaque fois ça se passe comme ça, ben du coup ça rend les choses prévisibles et du coup l'enfant va plus oser le dire, etc. Et tout ça, ça va avoir aussi un impact sur la confiance dans la relation et l'enfant va plus facilement pouvoir dire quand quelque chose a été compliqué. Ensuite, favoriser l'exploration. Et oui, parce que j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu dans l'attachement, pouvoir répondre aux besoins de sécurité, d'apaisement, de réassurance des enfants, c'est super. Mais si on les empêche d'explorer le monde, c'est pas génial. Donc il faut trouver ce juste équilibre entre à la fois pouvoir apaiser, rassurer, et à la fois favoriser l'exploration. Donc c'est important que les parents aussi ajustent
leur comportement, leurs gestes aux possibilités de l'enfant, à son âge, à son développement, de pouvoir progressivement le laisser faire des choses seul, tout en l'accompagnant verbalement, par exemple, ne pas faire à sa place. Et c'est important parce que l'autonomie, la capacité à faire par soi-même, c'est vraiment un fondement majeur de la confiance en soi. Donc favoriser l'exploration, ça va être aussi important pour la confiance que de pouvoir l'apaiser, le rassurer. N'hésitez pas, du coup, on a un webinaire sur YouTube sur l'autonomie. Comment favoriser l'autonomie qui est intéressant aussi à revoir. Alors, je vois un commentaire sur la métaphore du porte-avions. Effectivement, c'est la métaphore idéale pour parler de l'attachement. Je me la suis réservée pour la diapo où je parle brièvement de l'adolescence. Donc, justement, vous allez voir un porte-avions dans pas longtemps. Qui suit, c'est bien. Alors, du côté des enfants, je vais revenir un peu sur les étiquettes parce que justement, comment l'adulte me voit en tant qu'enfant, c'est quand même assez important pour l'enfant. Il faut savoir que pour l'enfant, ses parents, c'est vraiment tout pour lui et que si mes parents ils me disent quelque chose, c'est que ça doit être vrai en fait. Donc finalement, si je me fais traiter de pénible, timide ou méchant, etc., maladroit, c'est peut-être que c'est vrai. Et donc ces étiquettes, en fait, qu'on nous colle au départ, pas pour rien, c'est-à-dire que peut-être que l'enfant a pu avoir effectivement des comportements qui peuvent se qualifier de cette manière-là, mais en fait, c'est le comportement qu'il faut qualifier, et pas l'enfant, du coup. Et ces étiquettes, elles nous collent à la peau, et elles nous empêchent de s'épanouir. Et donc l'enfant, il perçoit que le parent le perçoit comme ça, et du coup, il risque de se mettre à se comporter comme ça, parce qu'il a l'impression que c'est qu'on attend de lui finalement. Et les enfants, ils sont souvent plus obéissants qu'on ne le croit. Ils vont se conformer à l'image qu'on a d'eux parce qu'ils pensent que c'est finalement, qu'il n'a pas d'autre choix finalement que de correspondre à ce qui est dit de lui. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec les sexes, du coup. Oui. La petite fille, comment on la voit, et le petit garçon, comment on le voit. Et oui, effectivement. Et on voit notamment, on en parlait tout à l'heure, mais qu'en termes de compliments, les compliments peuvent être assez genrés, effectivement, où on va féliciter les petites filles sur leur façon d'être habillées, la beauté, etc. Et les garçons, plus peut-être sur le fait d'entreprendre des choses, de prendre des risques, sur le côté sportif, etc. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans cette idée des étiquettes, c'est aussi que les étiquettes un peu qu'on pourrait qualifier de négatives enferment et peuvent être très délétères, mais les étiquettes positives aussi. C'est-à-dire que si on est qualifié de sérieux, d'intelligent, de sage, etc., ça peut aussi être très difficile d'en sortir et ça peut être très enfermant. Donc ça met aussi la pression finalement autant que les étiquettes plus négatives. Et du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles? Pas forcément. On va en parler tout à l'heure sur sur les manières de complimenter et d'autres, un autre vocabulaire. Déjà, il y a. Utiliser un autre vocabulaire. Ouais, c'est ça. On va en parler tout à l'heure. Diversifier son vocabulaire, peut-être. C'est ça. Diversifier le vocabulaire, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la deuxième partie. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va qualifier le comportement. C'est ton comportement qui a été méchant, mais toi, t'es pas méchant dans l'absolu, parce que tu peux être parfois méchant, mais parfois plein d'autres choses. Donc, c'est le comportement à ce moment-là qui a été méchant. Ce qui s'est passé à l'instant T. C'est ça. Et du coup, je reviens encore une fois sur cette idée de l'exploration parce que effectivement, du côté de l'enfant, l'exploration va avoir une importance très forte. La confiance en soi, en fait, c'est un sentiment de compétence qui va nous permettre d'avoir envie d'aller faire des expériences nouvelles, de prendre des risques, mais de manière mesurée, de sortir de sa zone de confort habituelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'exploration, elle va nous permettre de pouvoir être dans un léger inconfort entre ce que je sais faire et ce que j'aimerais faire mais que je n'arrive pas encore à faire. Et du coup, le rôle des adultes, il va être essentiel à ce moment-là pour soutenir l'enfant dans ce processus, lui autoriser à faire des expériences dans un environnement qui va quand même être sécurisé, mais pas dans la surprotection. Et vraiment, cette exploration, elle va lui permettre de faire plein d'expériences et justement de nourrir ce sentiment de confiance en soi et ce sentiment de compétence. Et donc voilà notre porte-avions. C'était important de faire une... Alors on sait, pour certains, l'adolescence est très très loin, mais en fait ça passe tellement vite que du coup, comme on les prépare, on est sur de la prévention. Ouais, c'est ça. Et puis en fait c'est hyper important parce que toutes les bases qu'on pose dans la petite enfance, c'est des graines qu'on sème et qui vont pousser après par la suite. Et du coup, toutes ces petites choses qu'on ancre dans la petite enfance
si elles sont voilà, positives, elles vont aussi pouvoir permettre d'appréhender cette période de l'adolescence de manière plus sereine. Ça va pas éviter tous les conflits, évidemment, mais cette question de la confiance dans la relation, elle va être très mise à mal dans la période adolescente. Donc, s'il y a de bonnes bases, ça va quand même aider beaucoup. Surtout en termes de communication. Oui, tout à fait. Coupé, donc, Oui. Donc effectivement, au moment d'adolescence, il y a beaucoup de demandes d'autonomie, de sortie. Donc là, l'exploration plus, hein, vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles relations, etc. Donc ça risque de poser des points de désaccord et des conflits entre les parents et les enfants. Et là, effectivement, il faut pouvoir accepter de plus être le pilote de la vie de l'enfant, mais juste le copilote. C'est-à-dire qu'on est à côté, on va donner des conseils, des indications, mais il n'est pas obligé de prendre la direction qu'on va lui demander de prendre. Donc là, la confiance, elle est mise à rude épreuve. Il faut que le parent puisse avoir suffisamment confiance en son enfant pour pouvoir le laisser justement prendre un peu plus d'autonomie, aller un peu plus explorer. Et l'enfant doit aussi avoir suffisamment confiance en son parent pour pouvoir aussi lui dire parfois certaines choses difficiles ou lui poser des questions ou voilà, pouvoir aborder des sujets un peu plus compliqués, etc. Je dis pas que les enfants doivent tout dire à leurs parents, ils ont leur jardin secret, et bien évidemment, et encore plus à cet âge-là. Mais c'est vrai que quand les enfants à cet âge-là osent dire des choses un peu difficiles, qu'ils ont faites ou osent poser des questions sur des sujets un peu sensibles, ça témoigne aussi d'une belle confiance dans la relation. Donc l'idée, à ce moment-là pour les parents, parce que c'est une période pas facile pour les ados, mais pas facile du tout non plus pour les parents, c'est de rester ce porte-avions fiable et prévisible. C'est-à-dire que le porte-avions, c'est le parent. Et les enfants, les ados, c'est les petits avions qui décollent, qui vont explorer, faire leur vie, etc. Puis quand ils sont pas d'essence, ils reviennent. Quand il n'y a plus de carburant, quand il y a besoin de se rassurer, quand il y a une tempête, ils reviennent se poser sur le porte-avions et ils savent que là, ils seront en sécurité. Et donc, voilà, si le porte-avions il a été efficace dans l'enfance, les ados reviendront sur le porte-avions. Parce que certains, effectivement, quand la relation de confiance est difficile, certains petits porte-avions, ils s'en vont après se mettre sur d'autres porte-avions qui sont parfois moins sympas, moins sécurisants. Voilà. Alors, et du coup, on va déjà passer à notre deuxième partie. Donc là, si vous voulez, ces premières diapos, c'était un petit peu de mon point de vue, parce que du coup, évidemment, c'est pas exhaustif et peut-être que d'autres personnes, d'autres intervenants auraient eu des visions différentes. Mais voilà, quelques petites pistes pour voir quels sont un petit peu les préalables au développement de la confiance en soi. Et donc maintenant, sur cette question de comment aider l'enfant à avoir confiance en lui, on va, voilà, là c'est juste le petit plan de la deuxième partie. On va parler de la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, des avantages et des bienfaits d'avoir une bonne confiance en soi, un petit exemple qui fâche, les devoirs, j'en parlais tout à l'heure, et puis des outils pour vous aider au maximum dans le quotidien. Du coup, on a Suzy qui a une question, plus d'un point de vue pratique, en fait, quand l'enfant a peu confiance en lui, est-ce qu'il y a des éléments qui font qu'on le voit physiquement? Donc Suzy parle de parler plus bas, par exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres signaux peut-être d'alerte? Alors, c'est possible effectivement que ça se voit physiquement ou que ça se perçoive dans la posture notamment. Effectivement, on va peut-être pas évaluer le même niveau de confiance en soi chez quelqu'un qui va se tenir comme ça et puis chez quelqu'un qui va se tenir plutôt comme ça. Alors après, encore une fois, c'est un peu caricatural. Donc, c'est possible au niveau de la voix aussi d'avoir une voix qui va pas être très affirmée, pas très forte. Mais parfois, c'est l'inverse aussi. C'est-à-dire certaines personnes qui ont très peu confiance en elles vont compenser justement en parlant fort, en se tenant très droit. Alors ça, c'est peut-être plus chez les adultes. Les enfants, à cet âge-là, ont peut-être moins la capacité de réussir à cacher ça. Ça vient plus à l'adolescence. Mais oui, c'est possible. Après, c'est peut-être pas le cas de tous les enfants. C'est-à-dire que à beaucoup de questions, je risque de vous répondre, c'est possible. C'est pas 100% des cas, mais c'est possible. Parce qu'effectivement, l'être humain est tellement complexe qu'il n'y a pas une règle pour tout le monde, quoi. Et puis ça peut peut-être être une question de discrétion aussi, ou parce que... Ouais, c'est ça. Il faut vraiment replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que s'il y a des contextes où un enfant va se mettre à parler plus bas, mais voilà, si on le sort du contexte et qu'on voit que ça, on va dire il n'a pas confiance en lui, alors qu'en fait c'était peut-être le contexte qui le générait. Ou alors ça peut être réellement effectivement un enfant qui manque de confiance.
Et peut-être qu'il manque pas de confiance en lui, mais qu'il peut aussi manquer de confiance dans la relation. C'est-à-dire que si on parle par exemple du côté scolaire et d'un enfant qui parlerait tout bas en classe à son enseignant, bah, peut-être qu'il n'a pas encore une confiance suffisante dans la relation avec son enseignant pour pouvoir se permettre de s'affirmer un peu plus. Donc voilà, c'est peut-être que quand la relation ira mieux, l'enfant pourra davantage s'affirmer. Ok, alors, sur la différence de l'estime de soi et de la confiance en soi, moi j'aime bien la différence qu'expliquent Christophe André et François Lelore dans leur livre sur l'estime de soi. En fait, il dit que l'estime de soi, c'est comme un tabouret avec trois pieds, pardon, merci, je perds mes mots. 3 pieds qui sont finalement ces 3 piliers en interdépendance. C'est que s'il y en a un qui est fragilisé ou qui est manquant, et ben l'assise du tabouret, elle sera bancale forcément. Donc pour ces deux spécialistes, l'estime de soi en fait elle est composée de ces 3 éléments. Donc l'amour de soi qui me fait dire je suis aimable, la vision de soi qui me fait dire je suis valable, et la confiance en soi qui me fait dire je suis capable. Donc pour eux, la confiance en soi serait une composante de l'estime de soi. C'est vrai qu'on a souvent tendance à confondre les deux. Et je trouve que cette distinction est intéressante parce que souvent les gens disent je n'ai pas confiance en moi. Pour certains c'est le cas, et pour d'autres, si on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est pas la confiance qui pêche, mais que c'est plutôt les autres, l'amour de soi souvent, ou la vision de soi. Donc l'amour de soi, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est la composante la plus importante. Hein. C'est pouvoir s'aimer malgré ses défauts, ses échecs, ses difficultés, une sorte d'amour inconditionnel qu'on aurait pour soi. Mais quand je dis ça, ça veut pas dire avoir la grosse tête ou voilà, ou être narcissique, c'est pas du tout ça. C'est simplement pouvoir s'estimer, s'aimer, et que nos échecs, tous les obstacles qu'on va traverser ne vont pas nous faire dire qu'on est nul, qu'on sert à rien, etc. On peut s'aimer malgré le fait qu'on rencontre des difficultés. Et cet amour de soi, il va venir en général en partie de l'amour et de l'affection que notre famille nous a pu nous donner. La vision de soi, donc ça c'est plus le regard qu'on va porter sur soi, c'est comme une sorte d'évaluation en fait de nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses. Et ce regard, cette évaluation, c'est très subjectif, c'est-à-dire que ça va pas forcément être toujours fondé sur les faits. C'est une vision de soi qu'on va avoir qui va nous être propre. Et par exemple, on a des gens qui vont avoir une vision d'eux-mêmes très dégradée et les autres, leur entourage autour, ne vont pas comprendre pourquoi. Parce que eux auront une vision très positive de cette personne et vont voir les côtés positifs alors que cette personne-là ne verra que ses incapacités, que ses défauts, que ce qui ne va pas. Et des fois, il peut y avoir des incompréhensions comme ça entre une personne et son entourage aussi pour ces raisons-là. Donc cette vision de soi, c'est aussi comment je crois en mes capacités, comment je me projette dans l'avenir, etc. Et la confiance en soi, ça concerne beaucoup nos actions, le sentiment de compétence et aussi la manière dont on va pouvoir mener les choses à bien. Est-ce qu'on se sent capable? Est-ce qu'on doute de ses capacités? Est-ce qu'on ose faire des choses? Comment on va se comporter face à la nouveauté ou face à l'imprévu ou face à un enjeu important? Comment on contourne les obstacles? Est-ce qu'on peut agir sans trop de crainte du regard des autres, par exemple? Donc c'est vrai que si elle peut sembler un peu moins primordiale que l'amour de soi, par exemple, cette notion de confiance en soi, elle est quand même très importante parce que justement, nos actions, nos victoires, nos réussites, elles vont venir nourrir l'estime de soi. Donc ça participe aussi vraiment à l'équilibre du tabouret. Cette distinction, voilà, elle est intéressante parce que des 3 piliers, là, parce qu'elle permet aussi d'identifier plus finement sur quel axe il faut travailler. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément toujours la confiance qui pose problème. Et du coup, on a une question de Salomé. Est-ce qu'un parent qui a une mauvaise estime de lui-même est plus susceptible de transmettre ça à son enfant par mimétisme inconsciemment? Alors, je dirais que s'il n'en est pas conscient, peut-être effectivement plus, parce qu'il y a des parents qui ont beaucoup réfléchi sur eux, qui ont conscience de pas mal de choses, et qui vont du coup essayer de pas transmettre ça. Après, il y a toujours des choses qui se transmettent inconsciemment et non, de façon non verbale. Donc là, c'est pareil. Je vais vous dire oui, c'est possible.
Et en même temps, il y a aussi des parents qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, mais qui arrivent à ne pas la transmettre et qui arrivent à voir l'enfant d'une manière qui va lui permettre à lui d'avoir une bonne estime de lui. Donc, tout est possible, encore une fois. Après, c'est vrai que c'est très compliqué, Ouais. Salomé, et je pense que peut-être certains parents se reconnaître aussi dans la question, mais même si on en a conscience, ça peut être compliqué de dire à son enfant, bah, je sais que moi, j'ai pas grande confiance en moi, mais je sais que toi, tu es capable de le faire. Tout à fait. Alors effectivement, le fait d'en avoir conscience ne résout pas tout. Après, c'est voilà, une première base pour pouvoir essayer de faire autrement, mais ça suffit pas toujours, c'est vrai. Merci. Et puis, il faut surtout, penser au fait que dans les familles où il y a deux parents, eh bien, il y a l'autre parent aussi. Et que du coup, tout ne repose pas sur l'un des deux, et c'est l'interaction avec les deux parents, avec les grands-parents, les enseignants, etc. Tout ça va nourrir l'estime de soi, la confiance en soi de l'enfant. Donc, c'est multifactoriel. Il n'y a pas c'est pas, voilà, parce qu'un parent n'aura pas confiance en lui que forcément l'enfant derrière n'aura pas confiance. C'est plus complexe que ça. Et heureusement. Ok, alors, en espérant que tout ça soit clair. Donc, pourquoi c'est important qu'un enfant, que les enfants aient confiance en eux? Bah, après, ça peut paraître tellement évident, mais je voulais quand même, je l'ai déjà cité un petit peu, mais le redire, pouvoir faire face à la nouveauté, à l'imprévu. Ça, c'est important. Et c'est comme l'attachement, c'est-à-dire que mieux on est attaché, plus on va réussir à aller explorer et du coup s'éloigner un peu pour revenir, etc. Ben là, c'est pareil. Plus on a eu peut-être de prévisibilité et de réassurance, plus on va avoir la capacité, paradoxalement, à faire face à la nouveauté, à l'imprévu, parce qu'on aura une meilleure capacité de régulation, etc. Donc ça, voilà, d'avoir une bonne confiance en soi, ça permet aussi de s'adapter, donc voilà, de bonnes capacités d'adaptation, de se sentir moins limité ou d'avoir moins d'appréhension dans certains actes de la vie quotidienne. Donc moi, je suis psychologue, je fais beaucoup de thérapie et il y a énormément de gens qui ont des difficultés pour des actes très courants de la vie quotidienne, ne serait-ce que passer un coup de fil, aller interpeller quelqu'un, écrire une lettre, etc. Il y a des actes qui peuvent paraître très simples à d'autres, qui peuvent être très compliqués pour certaines personnes parce qu'elles ont un gros manque de confiance en elles. Et l'accompagnement du coup des parents peut, oui, voilà, peut permettre de... Ouais, tout à fait. Parce que c'est des choses qui peuvent se travailler, effectivement, ouais. Supporter un enjeu, supporter un challenge, un peu de stress, un peu de pression aussi. Enfin, on peut mieux supporter ça quand on a une meilleure confiance en soi. Ça va nous aider aussi à davantage surmonter les obstacles. Et puis aussi assumer ses points faibles, ses difficultés, rebondir après un échec. C'est vrai que nous, en France, on a un peu de mal avec l'échec. Il y a d'autres cultures et d'autres pays où c'est au contraire plus valorisé. Donc ça, c'est aussi important de se dire que les erreurs, ce sont des opportunités d'apprentissage et que même après un échec, on peut rebondir et on peut faire différemment, autrement, on peut faire mieux, etc. Donc voilà, tout ces, enfin, le fait d'avoir une bonne confiance en soi permet tout ça, et tout ça permet de participer à l'épanouissement de l'individu. Juste une dernière chose, je reviens sur la capacité à rebondir après un échec, c'est que la manière dont le parent va considérer l'erreur, justement, ou l'échec, va être très importante. Et voilà, il faut aussi, pour le parent, apprendre à l'enfant à ne pas confondre erreur et échec, et que voilà, la réaction des parents face aux erreurs ou aux maladresses des enfants va aussi contribuer à la façon dont l'enfant va percevoir cette distinction entre erreur et échec. Donc c'est intéressant aussi de voir comment nous, en tant que parents, on réagit quand l'enfant rate ou fait une erreur, etc. Et puis, cette manière-là de voir les choses va aussi avoir un impact sur la capacité à persévérer. Parce qu'effectivement, c'est l'impression que ce qu'on a fait, c'est nul, on a tout raté, on aura peut-être envie de tout envoyer balader. Et, alors que si on voit ça comme juste un barreau de l'échelle dans l'échelle à grimper, et ben on aura peut-être plus de capacité à persévérer pour aller tout en haut de l'échelle. Ah, alors, peut-être que certains d'entre vous se sentiront concernés par cet exemple des devoirs. Alors, je voulais en parler brièvement parce qu'effectivement, le moment des devoirs, c'est un moment qui cristallise un petit peu parfois les conflits parents-enfants. Et là où les parents disent, mais mon enfant, il n'a pas confiance en lui. En fait, il est devant son exercice de maths et il dit qu'il n'y arrive pas et qu'il est nul et qu'il comprend rien, etc. Donc, voilà, c'est une situation qui peut souvent, enfin, qui revient souvent dans le discours des parents pour témoigner du manque de confiance
des enfants. Donc, c'est vrai que les devoirs, c'est un moment extrêmement difficile déjà pour le parent, parce qu'il peut y avoir aussi la réactivation du vécu d'élève chez le parent. Donc, c'est là où encore cette question de la transmission, hein, dont on parlait tout à l'heure, elle va aussi se jouer dans ces moments-là, parce que selon nous, la scolarité qu'on a eue et notre rapport au côté scolaire et comment se passaient nous nos devoirs, ben, on va le vivre différemment. On a des parents qui ont été en difficulté au moment de faire leurs devoirs eux-mêmes avec leurs propres parents avant et qui vont du coup être réactivés sur ce vécu-là quand ils vont accompagner leurs enfants aux devoirs et qui vont parfois surréagir ou être en difficulté pour gérer leurs émotions dans ce moment-là. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte, d'en prendre conscience pour pouvoir lâcher un peu, enfin voilà, lâcher prise un petit peu là-dessus. La loyauté de l'enfant à son enseignant. Alors ça, vous avez dû tous l'entendre. Si vous avez des enfants en âge de faire des devoirs, oui, regarde, tu devrais faire comme ça. Ah oui, non, mais la maîtresse, elle a dit comme ça. Et c'est impossible de faire entendre à un enfant quelque chose de différent que ce que la maîtresse a dit. Donc là, on voit aussi qu'il y a une grande loyauté de l'enfant envers l'enseignant. Et parfois, pour les parents, c'est vraiment difficile de dire, mais attends, mais moi je sais, moi aussi j'étais à l'école avant toi. Et je peux t'affirmer que, oui, mais non, la maîtresse, elle a dit ça. Et donc, il faut pouvoir aussi accepter cette loyauté de l'enfant à son enseignant parce qu'on est tous passés par là. Et donc après, de pouvoir aussi lâcher par rapport à ça, et vous aurez l'occasion d'apprendre d'autres choses à vos enfants dans plein d'autres domaines peut-être. Mais ça, effectivement, ça fait partie des... Il passe une année avec cet enseignant, donc c'est bien que ça se passe bien aussi, ouais, et qu'il ait quand même confiance en l'enseignant pour les apprentissages. Et puis si vraiment ça va pas, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec l'enseignant pour faire un point, et vous mettre d'accord sur 2-3 trucs. Et puis voilà, quand les enfants sont en difficulté devant les devoirs et que eux aussi au niveau émotionnel commencent à être très en colère ou à pleurer, etc., ou être dans le rejet de faire les devoirs, bah, c'est vrai que parfois on risque de réagir un peu en miroir avec l'émotion de l'enfant et du coup de s'énerver aussi alors qu'on avait pris les grandes résolutions, que ça se passerait bien, qu'on resterait calme, etc. Donc parfois bon, on s'énerve quand même malgré nos bonnes résolutions. Donc c'est vrai que du côté du parent, ça va être difficile aussi pour ça. Mais comment on peut s'en sortir parce que finalement, cette réaction de l'adulte, elle va pas aider l'enfant à prendre confiance. C'est-à-dire que ça va cristalliser le fait que les devoirs, c'est un moment difficile pour tout le monde. Et du coup, l'enfant va être un peu dans l'évitement de ces moments-là, n'aura pas envie de faire ses devoirs, donc ça va générer d'autres conflits, etc. C'est le cercle vicieux. Donc, le devoir, c'est rime avec bagarre, et du coup, c'est ça. Généralement, ça finit toujours en conflit. Ouais. C'est le moment, après une journée difficile. Et oui, ouais, avec la fatigue, etc. Mais voilà, comment s'en sortir de cet enjeu-là, c'est voilà, justement ne pas en faire un enjeu vital. Si l'enfant a raté un truc en CE2, il va pas rater sa vie. Ça va, voilà, c'est aussi lâcher prise par rapport à ça. On peut se le dire intellectuellement, mais parfois émotionnellement, c'est quand même dur de lâcher. Donc, je me moque pas en me disant ça parce que je suis concernée aussi évidemment. Mais voilà, des fois, c'est aussi de pouvoir remettre les choses à leur juste place et se dire, voilà, c'est ok. Peut-être qu'il n'aura pas fait ses devoirs pour demain, mais c'est pas la fin du monde. Et peut-être que à ce moment-là, c'est plus la relation qu'il faut privilégier plus que le rendu scolaire, quoi. Si on arrive à lâcher prise, bah, on arrivera mieux à réguler nos émotions et à pouvoir rassurer l'enfant, à pouvoir l'apaiser. Donc voilà, si l'enfant perçoit que c'est un enjeu important pour nous, ça risque d'alimenter encore le conflit. Alors que s'il voit que c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas d'enjeu pour nous et que c'est ok, alors évidemment, pas non plus ne pas laisser faire les devoirs pendant des semaines, mais voilà, on peut se sortir aussi d'un moment difficile en lâchant un petit peu. Trouver un autre moyen de pouvoir gérer ce moment pour après pouvoir le reprendre dans des conditions qui seront meilleures. Donc on peut aussi proposer aux enfants des outils d'apaisement, hein, de respirer, d'être en mouvement. Par exemple, il y a vous savez que la position assis à une table, c'est pas du tout une position physiologique pour stimuler les apprentissages et la capacité du cerveau à apprendre. Donc il y a des enfants qui vont être beaucoup plus à l'aise à plat ventre en train d'écrire ou debout ou en train de faire autre chose. C'est vrai que pour nous adultes, on a la vision qu'il faut que les enfants restent assis à leur place, etc. C'est ça. Et en fait, pas forcément. Donc c'est aussi comment on peut chercher, trouver avec notre enfant
le moyen qui va combiner les deux, c'est-à-dire à la fois que l'enfant puisse apaiser ses émotions et à la fois qu'il puisse quand même être, enfin voilà, dans de bonnes conditions pour pouvoir apprendre lui, qui seront peut-être pas forcément les mêmes que pour nous. Et puis si c'est vraiment difficile, on peut aussi passer le relais quand c'est possible. Ça n'est pas toujours, mais voilà, si c'est possible, ça peut être aussi une stratégie quand on a épuisé toutes les autres. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, nous, notre attitude d'adulte dans ce moment des devoirs va être importante parce que justement, comme on est autour de apprendre, persévérer, faire des tâches qui demandent vraiment un effort, contrairement par exemple aux écrans qui vont absorber, attirer, capter toute l'attention réflexe des enfants, bah, les devoirs, comme le fait de suivre en classe, ça va nécessiter une capacité d'attention très importante et aussi ça va aussi influencer le sentiment de compétence de l'enfant. Est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, etc. Et donc c'est essayer de trouver à l'enfant, de montrer à l'enfant que le fait de rester calme au maximum, de pouvoir trouver le contexte qui nous convient, qui convient à chaque enfant pour apprendre, ben ça va lui permettre de persévérer dans ces activités qui sont pas toujours simples. Voilà, pour les devoirs. Ah oui, si, j'avais parlé de l'attachement tout à l'heure, et je disais que quand notre système d'attachement à nous est activé, notre caregiving est moins efficace, en fait, ça peut se jouer aussi dans cette situation-là. C'est-à-dire que si, donc je repasse au vécu du parent, mais si en tant que parent, on a eu un vécu difficile, il se peut que notre système d'attachement se réactive à la mémoire de nos expériences négatives de ces moments-là, et que du coup, le fait qu'on soit activé nous émotionnellement va nous rendre moins disponibles et moins efficaces pour accompagner nos enfants. Donc ça, c'est important de pouvoir le repérer pour pouvoir désamorcer ça, et puis effectivement, c'est dans ces moments-là aussi où c'est important de passer le relais quand c'est possible. Si l'autre parent est moins activé par cette situation-là, peut-être que ça peut être pas mal que lui prenne en charge les devoirs pendant un temps. Voilà. Ok, donc du coup, on va passer à des outils plus concrets, voilà, au quotidien. Donc sortir la boîte à outils. Sauf que avant de pouvoir sortir la boîte à outils et s'en servir correctement, bah, il faut quand même un bon établi pour pouvoir installer tous nos outils et pouvoir y voir un peu clair là-dedans. Donc vous avez compris que je parle du contexte et des préalables et des bases. Donc c'est tout ce que j'ai dit avant, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais l'importance du contexte, d'avoir des interactions de qualité avec ses enfants, la prévisibilité, le besoin de sécurité, le soutien à l'exploration, la manière dont on voit l'enfant, etc. Tout ce qu'on a balayé avant, ça va être un petit peu les bases sur lesquelles après on va pouvoir déployer nos outils si tout ça n'a pas suffi ou que malgré tout les enfants se sentent un petit peu en difficulté dans la confiance en soi. Bon, je vous ai fait une petite liste qui évidemment n'est pas exhaustive, donc si vous avez des trucs qui n'ont pas été cités, vous pouvez aussi les mettre dans le chat, évidemment, les partager. N'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Donc passer du temps de qualité avec ses enfants, bon ça c'est un petit peu la base. Alors c'est pas forcément quelque chose qui va nourrir de manière directe la confiance en soi, mais en tout cas ça nourrit la relation de confiance entre les parents et l'enfant, et c'est de toute manière bon pour tous les aspects du développement de l'enfant. Et je mets de qualité effectivement parce que parfois il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Des fois il vaut mieux prendre 15 ou 30 minutes pour soi, pour s'apaiser et pouvoir être dans un état émotionnel plus propice aux devoirs, par exemple, accompagner l'enfant pour les devoirs, par exemple, ou pour jouer, tout simplement, échanger. Voilà. L'enfant le comprendra. C'est vrai qu'il faut mieux 10 minutes bien passer avec l'enfant plutôt que d'y passer 1 heure, mais que ça se passe mal. C'est ça. Bon, éviter de s'auto-dénigrer, éviter les étiquettes, les qualificatifs, ça, on en a parlé tout à l'heure. Sur une diapo suivante à la fin, je vous parlerai de comment justement aider les enfants à sortir des étiquettes. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que l'enfant a déjà une étiquette collée, une sorte de rôle dans lequel il est enfermé, je vous donnerai des petites astuces pour essayer de dépasser ça sur une diapo à la fin de cette liste. Permettre aux enfants de contribuer dans les tâches de la vie familiale, effectivement. C'est ce que enfin voilà, c'est le fait de pouvoir donner des tâches à l'enfant. Alors l'idée c'est pas non plus qu'il fasse tout à la maison, bien sûr, à son niveau, en fonction de son âge, etc. Mais de lui donner des choses à faire, de participer, de contribuer. Ça fait partie aussi intégrante de ce qui va pouvoir épanouir l'enfant.
Jane Elsen, hein, je la citais tout à l'heure pour la discipline positive, elle dit que il y a deux grands fondamentaux pour l'enfant, c'est le besoin d'appartenance, d'appartenir à une famille, à un groupe, etc., de se sentir important dans ce groupe, et le besoin de contribution. Les enfants, ils ont besoin de contribuer, ils sont hyper contents en général. Alors peut-être pas à tous les âges, évidemment, à l'adolescence, ils sont moins contents quand on leur demande de sortir le lave-vaisselle ou d'étendre le linge, mais quand ils sont petits, on peut leur donner cette habitude de participer, de contribuer, et ce qu'il faut aussi éviter de faire, c'est de passer derrière, des fois. C'est l'exemple classique. Vous avez demandé à votre enfant de mettre la table, et puis, les couteaux, les fourchettes sont pas du bon côté, etc. Vous passez derrière, vous remettez tout droit. C'est vrai que des fois, ça peut être intéressant aussi on leur a demandé, donc on les laisse faire jusqu'au bout, et puis on laisse comme ça. Comme avec papa, intéressant. Ça, c'est un autre débat. Donc voilà, toutes ces petites choses, c'est des mini-choses, mais ça peut aussi contribuer à nourrir la confiance en soi quand c'est des choses qui vont les challenger aussi un petit peu. Leur permettre de faire progressivement des choses en autonomie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, aussi sur l'exploration, etc. Petit à petit, il y a de plus en plus de choses qu'ils vont pouvoir faire seuls, et ça va aussi les stimuler. Quand c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ou qu'ils ne savent pas encore faire, ça va les challenger un petit peu, et s'ils réussissent, ça va nourrir aussi la confiance progressivement. Faire ses lacets tout seul, par exemple, ça c'est aussi une grande étape qui est pas forcément simple, mais nous, par gain de temps, les parents, on va avoir tendance à le faire à la place des enfants, mais c'est vrai que leur laisser faire petit à petit, en les accompagnant, les guidant verbalement, ou dire écoute, toi tu commences, moi je finis, ou l'inverse, et progressivement de leur laisser de plus en plus d'autonomie par rapport à ça. C'est des toutes petites choses, mais ça reste des petites graines qu'on plante et qui porteront leurs fruits plus tard. Toujours dans cette idée-là, hein, leur donner des tâches simples pour nourrir la confiance. C'est-à-dire que si les tâches sont simples et qu'ils savent les faire, ils vont les réussir. Donc ça nourrit la confiance. Attention, si c'est trop simple, ça peut les ennuyer et du coup ils n'ont pas envie, ça les stimule pas assez. Donc c'est pour ça, ce qui est bien, c'est de donner à la limite. Tu sais faire, mais je te donne légèrement au-dessus, pas trop au-dessus pour pas mettre en échec et pas décourager l'enfant, mais un petit peu de défi, un petit peu de challenge pour stimuler, pour leur apprendre à fournir un effort, à persévérer, à se dépasser. C'est des fois des petites choses du quotidien qui peuvent être intéressantes. Alors, on a des questions, du coup, j'en profite. Donc, Léa qui nous demande comment reconnaître lorsque notre enfant est bloqué dans son rôle. Alors, est-ce que peut-être on peut différer cette question quand je mettrai la diapo sur ce thème-là? Oui, par rapport au rôle sur les rôles, comme ça, après, on enchaîne sur comment on peut faire pour les en sortir. Si c'est OK pour vous. Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait notre... Alors, je pense que je peux l'indemniser, je vais peut-être la mettre de côté, comme ça... Moi, j'y penserai. Et on en a une autre. Ah oui, ça peut être pas mal. Voilà, pourquoi j'arrive pas à la faire différemment. Tant pis. Comment agir lorsque son époux a un peu trop tendance à le couver, à ne pas assez lui donner d'autonomie. Oui. Pour la douche, par exemple. Donc, apparemment, là, l'enfant... je vais terminer, ça sera plus facile. L'enfant a 7 ans. C'est intéressant déjà de discuter entre adultes en dehors de la présence de l'enfant dans un premier temps pour reparler de ça et qu'est-ce qui fait que l'autre parent fait un peu trop à la place de l'enfant. Est-ce que c'est pour gagner du temps? Est-ce que c'est parce qu'il pense qu'il n'est pas capable? Est-ce que c'est parce qu'il a peur qu'il fasse mal, etc. Donc ça, c'est intéressant d'aller essayer de comprendre pourquoi et en fonction du pourquoi, de voir si on peut commencer à y aller progressivement sur donner un peu plus d'autonomie. Par exemple, pour la douche, tu peux, je règle l'eau et après tu fais le reste tout seul. Ou il peut y avoir par exemple un guidage verbal sur le fait de se savonner. Tu commences par là, ensuite tu commences par le ventre, par les bras, etc. Et puis on peut guider l'enfant verbalement, progressivement. Enfin voilà, ça peut commencer par ça, et puis progressivement après, tu règles l'eau tout seul, et puis progressivement après, tu te sèches tout seul, etc. Mais si effectivement il y a un petit peu de... Si c'est l'idée de gagner du temps... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il faut voir avec votre époux si c'est une question de gagner du temps ou si c'est une question d'avoir peur qu'il fasse tout seul. C'est ça, déjà voir ça. Mais après, ça se discute entre adultes, et si c'est une question de gagner du temps, c'est voir est-ce qu'il y a des moments où on n'est pas pressé, où on peut... prendre le temps justement pour permettre à l'enfant d'apprendre à faire seul.
Et puis, si c'est une question plutôt d'angoisse, de discuter, on a peur de quoi en fait? Et de toute manière, voilà, si on a peur, il faut y aller par étapes et progressivement. Et puis des fois, c'est l'enfant qui va vous dire, mais stop, en fait, j'en ai marre, moi j'ai envie de faire tout seul, je sais faire. Et puis des fois, ils aiment bien quand même qu'on les coucoune un peu, donc ils se laissent faire. Mais là, et puis des fois, c'est les enfants eux-mêmes qui n'ont pas envie de faire tout seul. Donc là, c'est vraiment aussi d'y aller par étapes. Oui, l'étape, c'est pas mal. Ouais. Effectivement. Bah, c'est toujours cette idée de l'échelle, c'est-à-dire que vous partez du bas de l'échelle et que vous arrivez tout en haut, c'est hyper difficile. Si par contre, si vous montez chaque barreau, bah, ça va devenir beaucoup plus simple. Donc, gardez ça en tête petit pas par petit pas. Aider les enfants à sortir des rôles dans lesquels ils ont enfermés, bah, c'est ce que je vais développer juste après, justement en lien avec la question. Et ensuite, changer sa façon de complimenter. Donc ça, on verra ça après, aider les enfants à sortir des rôles. Et là, c'est vrai que du coup, donc, je vais poser la question de Mélanie, puisque on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'était quelle est la différence entre erreur et échec? C'est vrai que tu as parlé pas mal d'erreurs et d'échecs. Ouais. Est-ce que tu peux justifier un peu plus? Bah, une erreur, c'est quelque chose qui est une opportunité d'apprentissage. C'est-à-dire que quand on se trompe, ça ne veut pas forcément dire qu'on a échoué. On peut recommencer et avoir la bonne réponse. Par exemple, je sais pas, si je prends l'exemple d'un exercice de maths, je me suis trompée dans mon calcul, je peux recommencer et y arriver. Un échec, ça sera peut-être quelque chose d'un petit peu plus radical. Par exemple, j'ai échoué un concours. Donc ce concours-là, effectivement, je l'ai échoué, je peux pas revenir en arrière. Par contre, peut-être que la fois d'après, je peux le travailler différemment et y arriver. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Enfin, je sais pas si on parle du côté scolaire où l'erreur, on peut la rectifier. Alors que l'échec, si on a raté quelque chose, ce truc-là, on pourra peut-être pas à nouveau le réussir. Mais ça n'empêche que on pourra travailler pour, si une autre occasion se représente, pour pouvoir quand même y arriver. Je sais pas si c'est clair. Ouais. J'espère. Après, c'est vrai que la limite entre les deux, elle est fine, hein, donc c'est surtout, voilà, les enfants, à cet âge-là, ils vont plus être confrontés à l'erreur qu'à l'échec. L'échec, c'est plutôt à partir de l'adolescence et dans l'âge adulte. Parce que à cet âge-là, on est dans l'apprentissage. Donc, du coup, on apprend et on se trompe. Et c'est en se trompant qu'on apprend. Et c'est l'idée de faire passer à l'enfant que c'est OK, on peut se tromper et c'est pas grave. Et on recommence et on y arrivera. Et puis, il faut s'entraîner, persévérer, etc. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, sur aider l'enfant à se dégager des rôles qui l'empêchent de s'épanouir. Bah alors, sur la question de comment on voit que l'enfant est enfermé dans un rôle, j'ai du mal à avoir une réponse universelle parce que, encore une fois, ça va être très différent selon les enfants, selon les familles, selon les contextes, selon les situations. Donc, c'est des enfants qui vont peut-être se retrouver tout le temps dans les mêmes situations ou dans des groupes de copains qui vont se retrouver toujours un peu à la même place, par exemple. Que ce soit la place de meneur, leader, ou alors que ce soit la place du rigolo qui fait rire tout le monde. Enfin voilà, c'est pas forcément des choses négatives, mais l'exemple du rigolo, c'est intéressant parce qu'on a des enfants qui vraiment se positionnent comme ça dans la famille, qui sont assimilés aux clowns de la famille et qui vont faire rigoler les copains à l'école et qui vont faire rigoler la famille, etc. Et c'est pas forcément négatif, hein, mais l'idée, c'est qu'il puisse être libre de le faire ou de pas le faire et que s'il a pas envie, bah, il le fait pas et c'est OK et qu'il va pas avoir des réflexions comme bah alors, tu nous fais pas rire aujourd'hui, bah qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade ou quoi? Là, voilà, c'est des choses qui peuvent aussi contribuer à enfermer l'enfant dans ce rôle. Il doit pouvoir le faire s'il a envie et pas parce qu'il a été identifié comme ça et qu'il a l'impression qu'il doit faire ça, sinon ça va pas se passer, ça va mal se passer quoi. Donc l'aider à sortir des rôles pour qu'il ait la liberté, qu'il retrouve en fait leur liberté de pouvoir être comme ça. Comme les enfants qu'on qualifie de sages, c'est comme s'ils n'avaient jamais le droit de faire des bêtises ou d'être un peu plus délurés. Voilà, c'est quelque chose dans lequel il faut pas être enfermé en fait. Donc pour aider les enfants à se dégager de ces rôles-là, alors je m'inspire de Faber et Maslich qui ont écrit ces livres que vous connaissez peut-être, hein, notamment Parler pour que les enfants écoutent, Écouter pour que les enfants parlent, qui seront dans la bibliographie. Je sais plus si je l'ai mis, celui-là.
Ouais. Ok. En tout cas, c'est des petits conseils qu'elle donne elle, notamment rechercher toutes les occasions de lui présenter une nouvelle image de lui-même. Alors pas dans quelque chose d'ironique, parce que par exemple, si je reprends l'exemple du clown, ça va pas être de lui dire, bah dis donc, est-ce que t'as été sérieux aujourd'hui? Mais en tout cas, je sais pas, quelque chose comme, tu vois, t'as été capable euh, d'être sérieux, à ce moment-là, c'est important d'être sérieux. Enfin, voilà, d'essayer de montrer quand ils font des choses différemment. Ou un enfant qui va, je sais pas moi, être considéré comme maladroit, de lui dire, tu vois, ce jouet, tu l'as depuis longtemps et en fait, il est presque encore neuf. Donc ça montre bien que tu sais prendre soin de tes affaires, par exemple, des choses comme ça. Le placer dans des situations qui vont lui permettre de se voir avec un œil différent. Un enfant, si on reprend l'exemple du clown, je sais pas, ça peut être par exemple de lui proposer d'aider un camarade, d'être un peu dans quelque chose de l'ordre de l'empathie ou de lui permettre d'avoir d'autres possibilités de s'exprimer que d'être dans ce rôle de clown. Par exemple, je sais pas, un enfant qui serait maladroit, à nouveau, tiens, est-ce que tu pourrais m'aider, m'attraper le tournevis et faire ci? Est-ce que tu pourrais me tenir ça? Ah bah super, merci pour ton aide. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà, qui vont aussi pouvoir permettre à l'enfant de se sentir autrement que tout le temps celui qui est maladroit, qui casse tout, qui fait tomber, à qui on peut rien demander, par exemple. Faire en sorte qu'ils vous entendent dire des choses positives à son sujet, ça c'est très chouette pour les enfants. C'est vrai que ça leur fait plaisir souvent d'appeler mamie au téléphone et de dire oh là là, tu sais pas ce qu'il a fait, etc. C'était super, et que l'enfant vous entende dire ça, raconter à d'autres adultes ou à d'autres parents des choses positives qu'il a pu faire. Par exemple, je sais pas moi, un enfant qui serait identifié comme un peu chochotte, et qui doit faire une prise de sang par exemple, t'imagines, il est resté calme, il a réussi à tenir son bras bien droit, même si ça lui faisait mal, il a été courageux. Enfin voilà, on peut essayer vraiment ils entendent beaucoup de choses. De verbaliser ça pour qu'ils puissent intégrer ces choses positives sur eux. On peut aussi donner nous-mêmes l'exemple du comportement qu'on aimerait lui inculquer. Donc, ça dépend après du comportement. Mais par exemple, un enfant qui serait mauvais joueur, si vous voulez lui montrer comment être un bon joueur, ça va être ça. Ça peut être, vous jouez un jeu avec lui, c'est vous qui perdez. Ah, c'est vrai que c'est énervant de perdre, mais bon, je vais quand même être bon joueur. Allez, je te félicite, t'as gagné, bravo. Et en fait, on fait ce que nous, on attend de lui ou ce qu'on aimerait qu'il puisse réussir à faire un jour. Ça ne veut pas dire que dès la première fois, il va imiter et le faire. Mais en tout cas, progressivement, ah ouais, on peut réagir comme ça aussi quand on a perdu. Ok, d'accord. Et ça plante encore des petites graines. Alors ça, je l'avais modifié mais sur mon dernier PowerPoint. Okay. Soyez le coffre au trésor de ces bons coups. Alors ça, c'est des traductions du québécois, parce qu'en fait, ce livre, je l'ai écrit avec des formulations qui sont utilisées plutôt au Québec. Donc, en gros, c'est l'idée d'être la mémoire des... De se rappeler de ce qu'il de se rappeler de ce qu'il a fait de bien, en fait. Et d'être vraiment... de ne pas rater une occasion de rappeler des souvenirs de ce que l'enfant a fait de bien. Ah, tu te souviens de la fois où tu as fait ci, où tu as fait ça, etc. Ça, c'est très, très chouette aussi pour les enfants. Et puis, quand son comportement reflète l'ancienne image qu'il avait de lui-même, exprimer qu'on attend autre chose aussi. Et pas que le rôle dans lequel il se sent enfermé. Alors, du coup, on a Mélanie qui est... Et après, tu pourras qu'on accélère un petit peu quand même. Parce qu'on a encore des choses à vous dire. Alors, c'est pas vraiment une question et on l'entend, je sais pas, donc rien n'a essayé d'y répondre brièvement, mais c'est vrai que là, on parle de l'instit, mais du coup, difficile quand un enfant est confronté à des propos de son institutrice comme méchant et insolent. Donc, en fait, c'est quand quelqu'un d'autre, comme un enseignant avec qui l'enfant passe beaucoup de temps. Du coup, est-ce que tu as des petits tuyaux à donner Après, il y a deux stratégies. Il y a ce qu'on peut faire avec l'enfant et ce qu'on peut faire avec l'enseignant. Bon, avec l'enseignant, c'est compliqué. Est-ce que vous vous autorisez, est-ce que vous vous sentez de prendre rendez-vous et d'aller en discuter? Alors, pas de dire, c'est pas bien de dire ça aux enfants, mais de dire, il a été très touché par le fait que vous ayez dit ça. Est-ce que c'est normal que vous le repreniez? Mais est-ce que la prochaine fois, vous pourriez lui dire peut-être autrement, ou qu'est-ce qui se passe, essayer de voir avec l'enseignant directement. Et puis avec l'enfant, peut-être qu'on peut
lui dire que ce que l'institutrice a voulu dire, c'est que son comportement à ce moment-là a été méchant et insolent, même si c'est pas ce qu'elle a réellement dit. L'intention, alors sauf des gens extrêmement malveillants, mais l'intention des adultes n'est jamais de volontairement faire mal à l'enfant et le rabaisser. Mais par contre, c'est vrai que dans l'énervement et dans une gestion de classe, c'est pas simple, et que peut-être parfois, même si de l'extérieur on trouve ça inadmissible, ben, voilà, c'est pas un métier facile, donc parfois des mots comme ça inadaptés peuvent sortir, mais que au fond c'est son comportement qui a été méchant et insolent et que c'est pas lui, et comment peut-être il peut aller en rediscuter aussi avec son enseignante s'il se le sent. Partager le webinaire de ce soir. Allez, j'accélère un petit peu. Petit exercice. En plus, ouais, c'est important. On accélérera sur la fin, si. Mais alors là, je vais vous lire des phrases, en fait. C'est un petit exercice sur la manière de complimenter. Je vais vous lire des phrases et j'aimerais bien que, pendant que je vais lire ces phrases, vous notiez, pas forcément à l'écrit, vous pouvez si vous écrivez très vite, mais en tout cas, vous preniez note à l'intérieur de vous de ce que de ce que vous ressentez en entendant ces phrases. Ok? Donc, je commence. Je suis si fière de toi. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Tu l'as fait mieux que personne. Elles n'ont pas forcément de rapport entre elles, hein, les phrases. C'est des phrases juxtaposées les unes après les autres. Bravo, tu es la meilleure. Tu es un si gentil garçon. Je suis très contente que tu m'aies écouté. Oh, tu as eu que des A. Tu mérites une grosse récompense. Je suis contente que tu aies suivi mes conseils. Voilà pour la première liste de phrases. Donc, notez un petit peu ce que ça vous fait. Si vous écrivez super vite et que vous voulez le partager, n'hésitez pas. Et ensuite, je vais vous lire une deuxième série de phrases. Vous pouvez le dire dans le chat, hein, n'hésitez pas. Ouais. Alors, deuxième série de phrases. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, j'y vais. Tu peux être fier de toi. Tu as trouvé la solution toi-même. Tu as travaillé dur, tu mérites ton succès. Je t'aime quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses. J'ai confiance en ton jugement. Je te fais confiance pour apprendre de tes erreurs. Tu es capable de décider ce qui est le mieux pour toi. Tu as fait de ton mieux et c'est ça le plus important. Ok. Notez à nouveau ce que ça vous fait. Et peut-être Camille, tu peux me dire toi la lecture des premières phrases. Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu te rappelles? Hyper bien. Ouais. Ok. Et voilà, je sais pas, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un de bien et d'avoir fait plaisir à la personne. D'avoir fait plaisir, ok. Voilà. Et avec les deuxièmes phrases? Ben là, je me sentais valorisée. Ok. Je me suis sentie plus comprise et j'avais envie de mieux faire, de me dire ouais, vas-y, tu peux encore faire mieux que ce que tu as fait. D'accord, super. Ok, donc ben voilà, ma question c'est quelle série de phrases vous avez préférée? Je vois un commentaire, première phrase, sensation d'être aimé. Deuxième, plus de la fierté. Deuxième, plus de la fierté, ok. Donc quelle série de phrases avez-vous préférée? Est-ce que c'était la première? Est-ce que c'était la deuxième? Toi Camille, t'as préféré laquelle? Bah, s'il n'y avait pas eu la deuxième, ça aurait été la première. Mais effectivement, j'ai préféré la deuxième. Ok. Agnès? Ouais, je préférais la seconde aussi parce que ça s'adresse plus à nous. On reconnaît en fait nos capacités. Alors que là, tu fais plus plaisir à la personne. Ouais, on a envie de faire plaisir. Enfin, on est content parce qu'on a fait plaisir à l'autre. C'est ça. Oui, vos commentaires sont très justes, effectivement. Et à votre avis, quelle est la différence entre ces deux groupes de phrases? Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire, hein. Les premières peuvent être la pression, moins de pression sur la seconde. La première, pas l'impression d'être pris au sérieux, qui a toujours besoin d'une aide extérieure pour réussir, effectivement. Et en fait, la différence entre ces deux types de phrases, c'est que les premières, ce sont des compliments, et que la deuxième série de phrases, ce sont des encouragements. Et donc, je vous ai fait un petit tableau pour voir voilà, comment passer du compliment à l'encouragement. C'est que le compliment, en fait, il va s'adresser à la personne. T'es une gentille fille, t'es un petit garçon. Alors que l'encouragement, il va s'adresser à ce qui a été fait. Tu as fait un bon travail.
Le compliment, il reconnaît ce qui est parfait, ce qui a été super bien réussi, alors que l'encouragement, il va valoriser plutôt l'effort, le progrès. Le compliment, il va inviter à changer pour les autres. On est dépendant de l'approbation des autres, effectivement, c'est ce que vous avez dit. Alors que l'encouragement, il va amener à changer pour soi-même. Et envie de se dépasser, ce que tu disais, Camille. Et du coup, le risque, c'est que le compliment enlève à la personne le sentiment de son propre accomplissement, alors que l'encouragement reconnaît vraiment la responsabilité de l'effort qu'on a fait. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut plus faire de compliments, c'est-à-dire que les compliments, c'est une intention, encore une fois, extrêmement bienveillante de la part du parent, de complimenter son enfant, c'est super. Par contre, des fois, selon la manière dont on le formule, ça peut mettre un peu de pression et dire, oh là là, si je rate la prochaine fois, est-ce que mon parent, il m'aimera toujours? Alors qu'avec l'encouragement, voilà, c'est quelque chose de plus profond. Bien, oui. La première, on est validé. Souvent, on est déjà validé. Ouais. C'est vraiment cette différence entre j'ai confiance en toi et puis tu peux avoir confiance en toi. C'est-à-dire que ça t'appartient, c'est pour toi. Et dans les premières, il y a aussi vraiment ça me plaît ce que tu as fait, alors que là, c'est pour toi. Il y a besoin des deux. Il y a besoin des deux, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est les encouragements sèment beaucoup de graines pour la confiance en soi. Des gens qui ont été élevés que dans le compliment, ils ont du mal, même des fois qu'il y a l'encouragement, c'est parce que c'est presque trop de responsabilité pour eux. Mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est quelque chose qui permet d'avancer pour soi et c'est très appréciable. Si on continue dans les compliments, alors pardon, juste si vous voulez développer cette question encouragement, différence entre encouragement et compliment, vous pouvez lire La discipline positive de Jane Nelsen parce qu'elle en parle et c'est très intéressant. L'exemple du dessin. Donc imaginez, vous avez un enfant qui vous a fait ce très beau dessin du Titanic, qui arrive et qui vous dit « Ah maman, papa, regarde, j'ai fait ce dessin ». Elle vous dit « Waouh, mais il est super beau ton dessin, super ». On va dire que cet enfant, il a 7 ans. Et puis, vous avez une petite de 2 ans et demi, 3 ans qui arrive à côté et qui vous ramène ce dessin. Et là, comment vous complimentez le dessin? Un feu d'artifice. Oui. Waouh, il est super beau ton dessin, mon chéri. C'est trop bien ce que tu as fait. Donc, on a waouh, il est trop beau ton dessin, mon chéri. Et puis, le grand de 7 ans, il entend que waouh, c'est trop beau ton dessin, mon chéri. Quoi? Mais tu fais le même compliment à un gribouillage, mon frère ou ma soeur, et à mon super beau dessin hyper bien construit? C'est pas possible. Donc du coup, comment complimenter ce dessin? En fait, c'est de complimenter différemment et c'est de passer du compliment évaluatif au compliment descriptif. Le compliment évaluatif, ça va être souvent une sorte de jugement en fait. Donc oui, c'est bien, etc. Ça peut être parfois exagéré, ça peut parfois mettre la pression, ça peut donner l'idée à l'enfant de pas forcément toujours à la hauteur pour la fois d'après, la peur de décevoir, etc. Donc ça peut être un peu contre-productif malgré le fait qu'on a vraiment une bonne intention en tant que parent. Alors que le compliment descriptif, il va nécessiter quand même que l'adulte il s'arrête 2 minutes sur le dessin pour voir qu'est-ce que l'enfant a dessiné. Et donc, on regarde réellement et on se connecte réellement. Et donc, on va pouvoir décrire. Par exemple, effectivement, certains les ont mis. J'aime le choix de tes couleurs. Tu as très bien choisi tes couleurs. Je vois du bleu, du violet, du rouge. Oh, et puis là, il y a du noir. Et puis là, on va pouvoir dire, ah, mais dis donc, il y a un grand bateau avec plusieurs étages. Il y a des requins, des poissons dans la mer. On voit qu'il y a 4 cheminer, etc. Enfin voilà, l'idée c'est de décrire. Et quand on décrit, on passe du temps avec l'enfant. Et du coup, le compliment descriptif, il va agir en 2 temps, c'est-à-dire sur le moment, l'enfant va prendre ce que le parent lui dit de sa réalisation à ce moment-là, et puis ensuite, il va pouvoir se dire quelque chose à lui-même de ça. Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait tout ça, j'ai bien dessiné les requins avec la bonne forme, etc. Okay. Et donc, ça va nourrir des autocompliments sans que ce soit l'adulte qui les ait formulés. Et du coup, c'est moins dans l'approbation des adultes que pour soi-même. Et puis, la retenir aussi ce qu'on a dit. C'est ça. Et puis, c'est valable aussi pour des choses plus physiques. Par exemple, si vous avez un garçon qui fait du foot, vous pouvez... il a fait un match, et puis plutôt que de dire « Ah, bah, c'était super, t'as super bien joué », le compliment descriptif, ça pourrait être par exemple « Waouh, à un moment donné, j'ai vu que c'est toi qui as fait une passe décisive qui a permis après à l'attaquant de marquer, par exemple. » Vous voyez? Et là, l'enfant, il dit « Ah ouais, mon parent, il a vraiment bien regardé le match, il n'était pas sur son téléphone en même temps. » Voilà.
Donc, complimenter différemment, je vais aller un petit peu vite pour qu'on ait le temps de finir, mais c'est vraiment l'idée d'arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. C'est-à-dire valoriser, passer du temps à parler des comportements qu'on attend, des belles réalisations, des acquisitions, de tout le côté positif, et passer moins de temps sur les erreurs, le négatif, etc. Mettre notre énergie plus à encourager le positif plutôt qu'à relever le négatif. C'est ce qu'on a retrouvé dans l'école. C'est ça, ouais. Et la cerise sur le gâteau, le raconter devant l'enfant à une tierce personne, ça on l'a vu tout à l'heure dans les rôles. Donc par exemple, tu as attendu sans faire de bruit et en restant près de moi dans le magasin, c'était pas facile, bravo. Oh, j'ai pu parler calmement au téléphone avec mamie, merci. Au lieu de dire ah, pour une fois t'as pas fait de bruit. Je vois un petit garçon qui tient correctement sa fourchette. Voilà, on va décrire, encore une fois. Changer de vocabulaire, donc ça c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure pour les étiquettes. Comment on peut dire les choses autrement? Mon enfant est coléreux, colérique, ça c'est un peu un qualificatif. Donc on peut essayer de le formuler en termes de besoin ou d'acquisition de quelque chose, du potentiel à développer. Il a besoin d'apprendre à se comporter de façon plus calme. Il est timide, on pourrait dire plutôt il a besoin de prendre plus d'assurance. Il est têtu, on pourrait dire il doit faire preuve de plus de souplesse, par exemple. Alors après, je vous entends d'ici, vous allez me dire oui, mais dans le quotidien, dans le feu de l'action, c'est pas facile comme formulation, etc. Oui, c'est vrai. On y pense. Mais voilà, l'idée c'est quand on repère qu'on utilise des qualificatifs comme ça, quand on a un moment off, on peut un peu se poser, on peut se dire ok, comment je pourrais le formuler différemment. On essaye de se le garder dans un coin de nos têtes. Quand on sera en stress, c'est le qualificatif qui ressortira. Mais quand on sera dans un moment un peu plus posé, peut-être qu'on pourra effectivement réussir à le dire d'une autre manière. Et surtout, faites confiance à vos enfants. Si vous ratez des occasions, ils vous en fourniront bien d'autres pour pouvoir expérimenter tout ça. Et le plus difficile, dans certaines conditions, c'est aussi de pouvoir laisser la possibilité à l'enfant d'expérimenter les conséquences de ses actes et notamment de se tromper, de faire des erreurs, de se planter, tout ça. Parce que ça va leur permettre d'expérimenter la réparation, la recherche de solutions, etc. Alors, c'est sûr que on a tendance à beaucoup protéger nos enfants. C'est difficile pour nous de les laisser se planter, de les laisser par exemple partir à l'école sans le cartable. Et on va aller chercher le cartable à la maison et on va revenir leur amener. Ça, c'est arrivé à beaucoup de parents. Mais voilà, l'enfant, pour se construire, il n'a pas besoin d'un contexte idéal avec zéro conflit, zéro blessure, zéro difficulté. Au contraire, pour se consolider, l'estime de soi, la confiance en soi, elles ont besoin d'une petite dose quand même de difficultés ou de situations pas confortables, parce que ce sont ces difficultés aussi qui vont nous faire grandir, qui vont montrer qu'on est capable de les surmonter et qui vont contribuer à construire cette confiance en soi. Donc c'est vrai que quand on leur permet d'expérimenter les conséquences de leurs actes, par exemple, je sais pas moi, oublier son sac à la maison en partant à l'école, sa trousse, et que le parent s'abstienne, enfin voilà, essaye de le prendre sur lui pour pas aller vite le ramener à l'enfant à l'école, pardon. Ça peut être un gros vecteur d'apprentissage, à condition, pour que ce soit un vecteur d'apprentissage, il y a une condition absolue à respecter, et qui est la plus difficile, c'est de s'abstenir à tout prix de dire « Ah je te l'avais bien dit, je t'avais prévenu, je t'ai dit 40 fois de faire ton sac hier soir, je t'avais bien dit de préparer tes affaires et de vérifier ton cartable. » Et alors là, vous annulez tout le bénéfice de cette expérience. Au contraire, l'idée c'est plutôt d'essayer d'être dans l'empathie et « Ah mince, t'as oublié ta trousse aujourd'hui, oh, ça n'a pas dû être simple, mais comment t'as fait, du coup t'as demandé à des copains, etc. » Et voilà, plutôt vraiment d'être dans l'empathie avec ce que l'enfant a pu vivre et voir comment il s'en est sorti et lui montrer que c'est pas grave, ok, il s'en est sorti, il a quand même réussi à faire sans, et puis dans notre tête on se dit ok, peut-être que la prochaine fois il n'oubliera pas après avoir vécu ça du coup. Donc ça aussi, ça permet de... Et vous ferez l'erreur, je te l'avais bien dit. Et après, la prochaine fois, alors, si on est fatigué, on est stressé, c'est sûr qu'on va le dire. Mais bon, comme je vous dis, l'enfant vous fournira plein d'autres occasions d'expérimenter, de faire autrement. Et pour finir, restez connectés, on a bientôt fini, il reste 2 minutes. Il y a sûrement plein de choses que vous connaissez aussi, vous,
pour stimuler la confiance en soi que j'ai pas dite, mais on peut pas tout traiter en 1h30. Donc, juste pour finir, je voudrais vous lire un petit texte, le conte du bambou chinois, qui est un extrait d'un livre d'Olivier Clerc, que je vais vous lire. Ok ? On raconte qu'il existe en Chine une variété de bambou tout à fait particulière. Si l'on en sème une graine dans un terrain propice, il faut s'armer de patience. En effet, la première année, il ne se passe rien. Aucune tige ne daigne sortir du sol, pas la moindre pousse. La deuxième année non plus, la troisième pas davantage. Et la quatrième alors, que nenni. Ce n'est que la 5e année que le bambou pointe enfin le bout de sa tige hors de terre. Mais il va alors pousser de 12 mètres en une seule année. Quel rattrapage spectaculaire! Et la raison en est simple. Pendant 5 ans, alors que rien ne se produit en surface, le bambou développe secrètement de prodigieuses racines dans le sol, grâce auxquelles, le moment venu, il est en mesure de faire une entrée triomphante dans le monde visible au grand jour. Donc vous imaginez pourquoi je vous ai lu ce petit texte pour dire, alors j'ai un peu spoilé tout au long de la présentation en vous parlant des graines à semer, mais l'idée c'est que effectivement le principe de la petite enfance et de l'enfance est souvent de semer pour ne récolter les fruits que des années plus tard. On le voit aussi, hein, tout ce que vous allez semer dans la petite enfance, vous aurez les fruits, et notamment au niveau de l'adolescence, hein, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. L'idée, c'est de considérer l'enfant pas comme un bloc de glaise qu'on modèlerait comme on voudrait, mais plutôt comme une graine qu'on sème et qu'on va arroser, protéger, veiller à lui donner la lumière. En tout cas, créer un contexte autour pour qu'elle puisse se développer de façon harmonieuse, mais pas essayer de la façonner à notre image. Et tout comme une plante, l'enfant, il se développe à son rythme et il est inutile de tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. Elle poussera de toute manière à son rythme. Donc voilà, tout ce que vous allez semer comme petites graines dans le quotidien, peut-être que ça ne se voit pas tout de suite, dans le court terme, mais ça se verra dans le moyen et dans le long terme. Et puis, voilà, continuer à l'arroser, comme on disait, hein, le cerveau de l'enfant est malléable, donc il y a des choses que vous allez parfois pas forcément faire tout à fait comme il faut, mais il n'y a rien qui est irrattrapable. Oui, tout à fait. Important. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup de votre attention et de votre participation à ce webinaire. La petite biographie dans les questions, ça va. Donc n'hésitez pas pendant qu'on présente si vous avez donc une petite bibliographie pour les parents. Donc l'attachement à un lien vital, voilà, vous pouvez retrouver pas mal de choses sur l'attachement. Et puis voilà, d'autres livres, la discipline positive dont j'ai parlé pour que les enfants écoutent. Et puis après, voilà, le livre de Christophe André et François Lelore qui traite plus de l'estime de soi. Le livre de Thomas Gordon, Éduquer sans punir. Et puis, un autre livre, Mon enfant, j'ai confiance en toi, qui est plein qui fourmille d'exemples et de conseils pour aider les enfants à avoir confiance en eux. Et de petits exercices. Et de petits exercices aussi. Voilà. Ça, c'est la bibliographie du coup adulte. Et puis, ce que vous pouvez lire avec vos enfants, alors il y en a peut-être plein d'autres que vous connaissez mieux que moi, mais moi j'adore cette collection de livres d'Astrid Desbordes et Pauline Martin, je les trouve magnifiques. Et dans plusieurs d'entre eux, il y a vraiment en fond cette idée de confiance en soi et d'estime de soi, de tolérance. Enfin voilà, ce sont des livres pleins de très belles valeurs. Et donc, je trouve que ce sont des livres très, très chouettes à lire avec les enfants. Voilà. Super. On a perdu rien en vidéo. Ah, on a perdu. Pardon. C'est pas grave, du coup, je vais reprendre un petit peu. Merci Oriane et merci à tous de votre présence et votre participation. Du coup, qu'on a souhaité un petit peu active pour cette fois-ci. On trouve que c'est pas mal que vous soyez un petit peu chez vous à nous écouter. Alors, on espère qu'on nous a apporté des pistes et de la réassurance au niveau de votre rôle de parent. Et donc, pour rappel, alors n'oubliez pas, on a notre petite enquête de satisfaction que Agnès a dû vous remettre dans le chat. Voilà, on a vraiment, vraiment besoin de vous pour la remplir, pour nous donner d'autres idées et puis pour faire nos bilans aussi de nos actions. Vous pourrez après retrouver donc ce webinaire et les précédents sur la page UDAF, sur la page YouTube de l'UDAF de la Gironde. Et on vous donne rendez-vous, on en a une date prochaine qui sera le vendredi 19 janvier 2024 pour un tout nouveau webinaire sur une nouvelle
thématique qui sera SOS, parents fatigués, identifier, prévenir et soulager le burn-out parental. Donc ce sera avec Joanna Jones. Et du coup, c'est un thème, voilà, aussi un petit peu une idée qu'on n'a pas fait encore. Donc sur, voilà, fatigué un petit peu, mais on vous donnera aussi des petits exercices à faire et des petites pistes. Donc voilà, suivez notre actualité sur le Facebook et sur notre page Instagram. On vous souhaite un très bon week-end et à très vite. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir.